Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Norman Finkelstein. Le professeur Finkelstein est un éminent spécialiste du conflit israélo-palestinien et ses ouvrages les plus connus incluent Gaza, Enquête sur son martyr et l'industrie de l'Holocauste. Professeur Finkelstein, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci de m'avoir invité. Je voulais discuter avec toi de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Peut-être qu'une bonne façon de commencer serait d'entendre ton point de vue sur ce qui se passe, puis j'aurai quelques questions de suivi. Eh bien, pour commencer, premièrement, je suis très loin d'être un expert sur l'Iran. Deuxièmement, je n'ai absolument aucune connaissance militaire. Donc si vous comptez me poser des questions sur l'histoire iranienne, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Et si vous me demandez qui va gagner, vous n'obtiendrez pas une réponse éclairée. Vous aurez une liste de souhaits, pas une réponse fondée. Quant à la situation actuelle, tout d'abord, elle était prévisible. Je l'ai dit dans un article que j'ai probablement écrit il y a environ 1 an. Quelque chose comme Samson et Cassandre. J'y expliquais alors ce qui était parfaitement prévisible à l'époque, à savoir qu'Israël considérait le 7 octobre, oui, comme une crise bien sûr, et qu'il y avait probablement eu un moment de lamentation sur ce qui s'était passé. Mais alors, ils se sont frottés les paumes et les mains de joie. C'était une occasion historique, une qui n'avait vraiment aucun précédent, sauf peut-être la guerre de 1948. Je ne dirais même pas que l'ampleur du 7 octobre est un précédent. La guerre de 1967, elle, avait ses problèmes. En juin 1967, Israël a dû faire semblant, au début, que l'Égypte avait tiré le premier coup de feu. Si vous écoutez le discours d'Abba Eban du 7 juin 1967, ils affirmaient encore que l'Égypte avait tiré le premier coup de feu dans cette guerre. Deuxièmement, l'ONU n'était pas un instrument passif d'Israël en 1967. Le chef de l'ONU à l'époque, le secrétaire général U Thant, un homme très bien, vraiment très bien, n'était pas dans la poche d'Israël. Et il ne l'était pas. Tout d'abord, les États-Unis et Israël n'avaient pas encore solidifié leurs relations. Les États-Unis n'étaient donc pas encore dans la poche d'Israël. Il y avait de réels problèmes pour Israël en 1967. En 1948, il semblait que les armées allaient détruire Israël, les soi-disant armées arabes envahissantes. Ils avaient donc alors une période plus facile, une plus grande opportunité historique. Mais le 7 octobre a ouvert de nouveaux horizons pour Israël. Tous ces desiderata, je crois que c'est le mot, tous ces objectifs, ces aspirations, étaient désormais sur la table. Ils devenaient une possibilité viable. Et il y avait donc la résolution de la question de Gaza, l'anéantissement de Gaza, et la résolution de la question de la Cisjordanie, qui reste encore à l'ordre du jour. Et si la guerre s'intensifie vraiment, et si Israël, soi-disant, fait face à une menace existentielle, ils saisiront cette nouvelle occasion pour expulser toute la population de Cisjordanie. Il y avait la possibilité, qui s'est concrétisée, de neutraliser le Hezbollah. Et puis il y avait la grande magia, dont j'ai parlé dans l'article Samson et Cassandre, qu'ils s'en prendraient à l'Iran, car cela figure évidemment sur leur plan depuis très longtemps. L'occasion s'est alors présentée, et Israël en a profité. Ce n'était donc pas une surprise qu'Israël le fasse. Ce qui était intéressant de mon point de vue, c'est que, comme vous le savez, en droit des droits humains ou dans la communauté des droits humains, le crime des crimes, c'est le génocide.
C'est ainsi qu'on l'appelle. Et comme l'a dit Robert Jackson, le procureur américain à Nuremberg, il a qualifié l'agression de crime international suprême. C'était un spectacle à contempler. Je dirais que si un être extraterrestre venait à se poser sur notre planète, ce serait pour cet être un spectacle à contempler. Qu'Israël et son principal soutien, les États-Unis, aient commis le crime des crimes à Gaza, sans même un battement de cils, pas même un battement de cils, séparant l'exécution du crime des crimes de ce que Robert Jackson appelait le crime suprême d'agression qu'Israël et les États-Unis ont entrepris. Le 29 février ou le 28, eh bien ce devait être le 28, car février ne compte que 28 jours. Le 28 février. La pure, eh bien j'aimerais pouvoir appeler cela de la hardiesse. J'aimerais pouvoir appeler cela de l'audace. Mais si vous écoutez le Conseil de sécurité, un grand nombre d'États ont suivi le mouvement. J'en suis resté bouche bée. J'en suis resté bouche bée en écoutant le représentant du Danemark qui avait déjà eu un avant-goût de Trump. Et pas un mot, pas une syllabe, pas un caractère, pour critiquer, sans même parler de condamner, les États-Unis ou Israël pour avoir lancé une guerre d'agression effrontée contre l'Iran. La violation la plus scandaleuse, la plus outrageuse de la Charte des Nations Unies. La France s'aligne à 100% sur les États-Unis et Israël lors de la réunion du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni, lors de la réunion du Conseil de sécurité, le président du Conseil, il faut distinguer entre le président du Conseil de sécurité et Guterres en tant que secrétaire général. Le président du Conseil de sécurité est un Britannique, le représentant britannique auprès du Royaume-Uni. Il n'a même pas permis à Jeffrey Sachs de prendre la parole, alors qu'ils autorisent habituellement les représentants de la société civile. Et cette fois, les Russes ont été très francs, affirmant que les Britanniques manipulaient le Conseil de sécurité. Aucune honte. Aucune honte. On ne peut même pas dire que ce que les États-Unis ont fait était effronté, car effronté suppose que l'acte suscite l'indignation. Mais l'agression n'a pas suscité d'indignation. Vous savez ce qu'elle a provoqué? L'agression a suscité de l'indignation contre l'Iran pour avoir osé se défendre. Elle a suscité de l'indignation contre l'Iran. J'étais d'accord avec le Russe. Écoutez, je ne suis pas un grand admirateur de Poutine. Je ne suis pas un grand admirateur de la Russie. Je reconnais son caractère répressif et brutal. Mais le type, le Russe, il a dit, c'est comme l'E3, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Il a dit que c'est comme s'il vivait dans un univers parallèle. Il a dit que c'était comme de l'autre côté du miroir. Tu comprends ce qui vient de se passer? La violation la plus effrontée, scandaleuse, flagrante de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, et ils accusent l'Iran? Ils accusent l'Iran? Qu'a fait l'Iran? C'est comme si personne n'avait jamais lu le traité de non-prolifération. L'article 4 dit, bien sûr qu'il dit, que chaque pays a le droit de développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Qu'est-ce que l'Iran faisait en violation de cela? Où sont les preuves que l'Iran a violé l'article 4? Tu sais qui a violé le TNP pendant un demi-siècle? Tu sais qui l'a violé pendant un demi-siècle? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Car il y avait un donnant-donnant dans le traité de non-prolifération. Le donnant-donnant était que les signataires non dotés de l'arme nucléaire renonceraient à leur droit de développer des armes nucléaires en échange d'un développement pacifique. Mais il y avait un autre article, l'article 6. L'article 6 stipule que les puissances nucléaires doivent s'engager dans des négociations sérieuses pour éliminer leurs armes nucléaires. Il n'a jamais été dit que ceux qui possèdent des armes nucléaires ont le droit de les conserver. Ce n'est pas ce que dit le TNP. Il appelle à l'élimination complète des armes nucléaires pour une raison très simple, énoncée dans le préambule du TNP,
le traité de non-prolifération. Le préambule indique que l'utilisation d'armes nucléaires peut provoquer des dévastations incommensurables, la fin de l'humanité. Donc si tel est leur potentiel, il est bien sûr nécessaire de s'en débarrasser. Il n'a jamais été dit que vous pouviez les garder. Tout le monde dit, nous devons nous assurer que l'Iran ne puisse jamais avoir d'armes nucléaires. Vraiment. D'abord, les amis, qui vient de commettre le génocide à Gaza? Était-ce l'Iran ou était-ce Israël? Ensuite, pourquoi devons-nous nous assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires, mais pas qu'Israël n'en ait pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce régime psychotique, ce gouvernement, cette société, tout l'endroit est complètement fou. Je dois dire que ça, je ne le comprends pas. J'écoute ce représentant danois. Êtes-vous fou? Ne voyez-vous pas ce qui vient de se passer? Le degré de lâcheté morale pure. Vous connaissez la célèbre phrase de Mark Twain. Après que Dieu a inventé les moutons, les êtres humains sont devenus superflus. Oui, superflus. Après qu'il a créé les moutons. Pitoyable. Pitoyable. Concernant le 3, je pense que ce n'était pas surprenant, étant donné que quelques mois auparavant, ils avaient invoqué le mécanisme de rétablissement automatique, en disant « Nous imposons des sanctions parce que l'Iran viole les termes du JCPOA ». Mais l'Iran négociait, et, comme la dernière fois, comme l'a dit Al-Boussaïdi, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, l'Iran était très proche d'accepter même des termes et conditions allant au-delà du JCPOA. Puis, en juin, ils ont été bombardés. Et pourtant, qu'est-ce qui n'allait pas avec le JCPOA? Et ça fonctionnait aussi. Absolument. C'est Trump qui l'a suspendu arbitrairement, puis Biden, lui, a refusé de le renouveler. Il n'y avait aucun problème avec le JCPOA. Personne n'a dit que l'Iran ne le respectait pas. Pour vos auditeurs, le plan d'action global commun a été négocié sous l'administration Obama, et personne ne s'en est plaint, sauf bien sûr Israël. Parce qu'Israël ne veut pas qu'une puissance régionale dispose d'une dissuasion nucléaire contre lui, il veut dominer la région. Oui, mais cette fois-ci, je pense que la question ne portait même pas sur le nucléaire. Comme l'ont noté les forums sur le conflit, d'après leur lecture de la presse hébraïque autour de décembre, les rapports indiquaient que Netanyahou, lors d'une réunion à Mar-a-Lago, avait dit à Trump que l'enjeu actuel n'était plus la question nucléaire. Nous savons que l'Iran ne va pas l'obtenir, mais bien de démanteler l'Iran. Oui, il y avait bien l'occasion de s'en débarrasser, exactement comme cela s'est produit en 1967, quand ils se sont débarrassés de l'Égypte. Et juin 1967 a marqué la défaite définitive de ce qu'on appelait à l'époque le nationalisme arabe radical. Et maintenant, ils veulent infliger une défaite définitive à ce qu'on appelle le fondamentalisme islamique radical. Ce n'était donc pas une question nucléaire. Je veux dire, l'Iran devrait être, comme on peut l'imaginer, fou pour attaquer Israël avec des armes nucléaires. Donc cela n'arrivera pas. Il s'agissait simplement de ne pas leur permettre d'achever ou de faire avec l'Iran ce qu'ils ont fait avec l'Égypte en 1967. Maintenant, il est vrai qu'en 1967, ils n'essayaient pas de désintégrer l'Égypte. Aujourd'hui, ils s'en moquent un peu. C'est comme quand j'entends des gens dire « Eh bien, regardez tous nos échecs politiques, la désintégration de la Libye. » Est-ce que les États-Unis se soucient du fait que la Libye se soit désintégrée? Est-ce qu'ils s'en soucient? Ce n'est pas un échec politique. C'est une question d'indifférence pour les États-Unis. Donc oui, la question de l'Irak est, je dirais, plus complexe. La désintégration de l'Irak est plus compliquée que celle de la Libye, et il en serait probablement de même pour l'Iran. Mais c'était une opportunité, l'opportunité de se débarrasser enfin de l'Iran
et de n'avoir plus aucun obstacle à un contrôle total de la région. Je commence à ne plus aimer le mot « hégémonie », disons plutôt « domination » ou « contrôle total de la région ». Je voudrais vous interroger un peu sur l'humeur intérieure, étant donné que certains sondages suggèrent que la guerre est extrêmement impopulaire, peut-être même auprès des 3/4 de la population. Et cela m'a frappé. En un sens, ce n'est pas surprenant, puisqu'elle a éclaté juste après le génocide, qui avait profondément modifié l'opinion publique. C'est donc probablement la première guerre américaine à être impopulaire dès le départ. Mais compte tenu de cette impopularité et du fait que les élites dirigeantes en Europe, aux États-Unis et en Australie s'y sont encore plus engagées, quelle est votre évaluation de la manière dont ce fossé entre les élites et le grand public va évoluer? Eh bien, je pense qu'il y a une certaine, je ne dirais pas beaucoup, mais une certaine méprise concernant la popularité de cette guerre par rapport aux guerres précédentes et à ce genre de choses. Si l'on remonte à 2003, pendant la préparation de l'attaque américaine contre l'Irak, il y a eu les plus grandes manifestations anti-guerre de l'histoire du monde pour s'opposer à cette attaque. Vous êtes probablement trop jeune pour vous en souvenir, je suppose. Donc toute idée selon laquelle cette guerre aurait été populaire, ce n'était pas du tout une guerre populaire. Et vous vous souviendrez que contrairement à 1991, lorsque les États-Unis avaient obtenu 8 résolutions consécutives du Conseil de sécurité, y compris la dernière, cruciale, qui en substance, bien que pas littéralement, permettait à Israël d'attaquer dans ce qu'on a appelé la première guerre du Golfe. En 2003, Bush a eu beaucoup de difficultés à l'ONU. Il n'a pas réussi à obtenir de résolution des Nations Unies soutenant une attaque contre l'Irak. L'Allemagne, sous la direction du chancelier Gerhard Schröder et du ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, issu des Verts et considéré comme un homme de gauche, s'est ouvertement opposée à l'attaque contre l'Irak en 2003. Si ma mémoire est bonne, les Français aussi s'y sont opposés, bien que je puisse me tromper, mais je crois qu'ils s'y sont également opposés. Les Français étaient opposés. Opposition. Ce n'était donc pas une guerre populaire sur le plan intérieur, les plus grandes manifestations anti-guerre de l'histoire des États-Unis et du monde, et il y a eu une forte opposition de la part des pays européens. Ainsi, l'idée selon laquelle il s'agirait d'une guerre d'une impopularité sans précédent est tout simplement incorrecte. Il y a peut-être eu une pluralité. Puis-je faire un bref commentaire ici? Oui, je pense que effectivement, en 2003, nous avons eu d'immenses manifestations. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu ce type de mobilisation. Je crois que certains sondages, je ne m'en souviens pas exactement, mais vers 2003, ils montraient d'abord qu'il y avait la question de l'occupation, ce qui faisait que progressivement, à mesure que la résistance se renforçait, l'opinion publique évoluait. Mais cette fois-ci, ce que nous constatons, c'est que d'un côté, nous n'avons pas vu les manifestations qu'il y avait en 2003. De l'autre, les sondages montrent qu'il existe une opinion très négative à propos de la guerre, probablement en raison de la brutalité avec laquelle les États-Unis restreignent les libertés intérieures, et ainsi de suite. Cela pourrait donc être l'une des raisons. Ou une autre raison pourrait être que les gens ne croient pas pouvoir influencer leur gouvernement en Occident. Je veux dire, il peut y avoir du cynisme, mais je pense qu'il y a cette fracture que nous observons cette fois-ci. Dans les sondages publics, c'est très impopulaire, probablement encore plus qu'en 2003. Mais les manifestations, les militants
ne sont pas aussi actifs qu'ils l'étaient en 2003. Je pense que c'est exact. Je pense que les Américains en ont assez de la guerre, ça j'en suis sûr. Mais je crois qu'il y a une idée fausse à propos de 2003. La gauche en 2003, sa position était, et on peut le vérifier, je l'ai étudié et je l'ai aussi vécu, j'étais actif à l'époque, sa position était ce sera une guerre facile, mais une occupation impossible. Et cela s'est révélé tout à fait juste. La gauche a très bien su prédire ce qui allait se passer en Irak. Comme vous le savez, Obama s'est opposé à la guerre, c'est bien connu. Eh bien, c'est un peu du baratin. Comme tout ce qui concerne Obama, vous savez, c'est du baratin complet, total. Obama, d'abord, le sénateur le plus ancien de l'Illinois à l'époque, Dick Durbin, s'était opposé à la guerre, il s'était opposé à l'attaque. Ensuite, Obama venait d'un district libéral, Hyde Park, et il s'y opposait. Troisièmement, sa plus grande collectrice de fonds, Penny Pritzker, son frère, je crois que c'est son frère, est maintenant le maire de Chicago. Elle faisait partie de ses principaux soutiens financiers. En réalité, ce n'était pas Pritzker, c'était quelqu'un d'autre. Et j'ai oublié son nom. Ils y étaient opposés. Donc ça ne demandait aucun courage. Et en fait, David Axelrod, qui était son directeur de campagne, lui a dit « Tu devrais t'y opposer ». Il pensait que, politiquement, cela l'aiderait de s'opposer à l'attaque. C'était donc une position populaire d'être contre. Cela ne demandait aucun courage politique particulier. Deuxièmement, tout dépend de ce qui va se passer. Si les États-Unis gagnent dans une semaine, toute l'opposition disparaîtra. Trump se vantera et tout le monde se cachera. Ainsi, l'évolution de l'opinion publique dépendra de la manière dont cette affaire se déroulera. Je ne donnerai pas trop d'importance à une opinion publique qui s'y oppose, tant que nous n'aurons pas vu comment les gens réagiront si les États-Unis et Israël parviennent effectivement à décapiter l'Iran. Il y a une autre comparaison que je trouve importante avec 2003, et c'est toute cette question du chien mené par la queue. Qui est vraiment aux commandes ici? Or, 2003 était très différent. Très différent. Je ne pense pas que les gens, à mon avis, saisissent pleinement la différence entre 2003 et aujourd'hui. Dick Cheney, le vice-président, et Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, c'étaient des types très intelligents. C'étaient des hommes très compétents. C'étaient des travailleurs acharnés. Ils avaient une longue expérience du gouvernement. Chacun d'eux, croyez-le ou non, avait une expérience qui remontait à 50 ans. Ils étaient comme Clinton. Clinton était déjà actif. Il travaillait au sein de la Commission des Relations étrangères du Sénat dans sa vingtaine. Quand on est dans la politique, c'est presque toujours le cas. On commence très jeune, dans la vingtaine. Ils avaient ça dans le sang, dans les os. Donc, il y avait deux personnes hyper compétentes au plus haut niveau, à savoir le secrétaire à la Défense et le vice-président. Et puis, il y avait des équipes dans toutes les bureaucraties, des néoconservateurs très compétents, des gens comme Douglas Feith. Bon, je ne les aime pas. Je pense, vous savez, qu'ils mériteraient certainement d'être pendus au plus haut réverbère, peut-être à la Tour Eiffel. Mais on ne peut pas douter de leur compétence intellectuelle ni de leur sérieux. Ils ont travaillé dur, d'accord? C'est là que j'étais en désaccord avec eux. Maintenant, mon ami John Mearsheimer, j'étais fortement en désaccord avec le livre The Israel Lobby. Il avait un titre qui semblait très neutre. Je ne m'en souviens plus exactement maintenant. J'étais fortement en désaccord avec lui parce que je trouvais son postulat complètement absurde. Le postulat était qu'Israël avait réussi à duper les élites dirigeantes américaines pour les entraîner dans une guerre qui n'était pas dans l'intérêt national des États-Unis. Eh bien, comme je l'ai dit dans ma critique à leur sujet, personne ne dupe Dick Cheney et Donald Rumsfeld.
Ils se sont trompés sur leur capacité à gagner la guerre, c'est certain. Ils avaient une idée très précise de nos intérêts nationaux, qui n'était pas nécessairement partagée par toutes les élites dirigeantes, ça c'est sûr. Il y avait des membres des élites dirigeantes qui s'opposaient à la guerre. D'accord, ils étaient intelligents, mais pas aussi intelligents qu'ils le pensaient. Ils croyaient agir dans l'intérêt national des États-Unis. Mais d'autres, en évaluant ce même intérêt, en sont arrivés à des conclusions tout à fait différentes quant à la sagesse et à la prudence d'entrer en guerre contre l'Irak. Mais dupés, trompés, non. Personne ne trompe ni ne dupe Dick Cheney ou Donald Rumsfeld. Ça n'arrive pas. Nous sommes maintenant dans une situation très différente. Très différente. La personne qui occupe actuellement le bureau ovale est un singe. C'est un singe, il ressemble à un singe. Il parle comme un singe. Ces structures syntaxiques, pour reprendre une expression du magnum opus du professeur Chomsky, sont celles d'un singe. Il n'est pas le chaînon manquant. Non, ce serait une insulte au chaînon manquant. C'est un singe. Rien ne prouve qu'il lise quoi que ce soit. Chaque fois qu'il est éveillé, il consacre tout son temps à Truth Social ou à regarder Fox News. Chaque matin, le président a sur son bureau le dossier de synthèse des principales agences de renseignement sur la situation. Je doute fort qu'il le lise. La seule chose qu'Obama faisait quand il ne regardait pas le basket, c'était lire les rapports de renseignement. Il le faisait, chaque matin il les lisait, sans aucun doute. Il était comme un bon élève de CM1, un élève studieux, vous voyez. Des gens comme Clinton, vous savez, Clinton passait toujours son temps à fouiller dans la bibliothèque présidentielle, toujours à dénicher des choses. Il était très curieux intellectuellement, c'est certain. Obama lisait les notes d'information. Trump, rien. Rien du tout. Trump est, ça ne surprendra pas vos auditeurs, un mégalomane stupéfiant. Il se comporte, le singe en par-dessus, comme s'il était un croisement entre César et Napoléon. Non, tu n'es pas César. Tu n'es pas Napoléon, tu es un singe. De qui s'est-il entouré? Eh bien, il y a Marco Rubio. Marco Rubio, quand il va aux toilettes, il emmène son GPS pour trouver sa cavité anale. Vous savez, Marco Rubio, secrétaire d'État. Secrétaire à la Défense, Exet, il doit passer la moitié de sa journée sous un sèche-cheveux. Voilà le secrétaire à la guerre. Y a-t-il des gens compétents qui le conseillent réellement? Si vous regardez les femmes occupant des postes élevés, on dirait toutes qu'elles sortent tout droit d'un Hooters. Je n'ai jamais vu un tel rassemblement. Je n'ai jamais vu un spectacle pareil. Les gens qu'il a choisis autour de lui. Et même s'ils avaient une once d'intelligence, un iota, même s'ils avaient un iota d'intelligence, oseraient-ils critiquer le grand leader? Je veux dire, vous écoutez le type, le représentant à l'ONU. Ah, j'ai oublié Witkoff. Et Kushner. Kushner, je pense qu'il devrait arrêter les bloqueurs de puberté et se laisser pousser un peu de barbe. Son visage ressemble à de la porcelaine. C'est vrai, il en fait trop avec les bloqueurs de puberté. Et puis Witkoff, bon, si j'avais besoin de quelqu'un et je connais rien au golf, donc si j'étais sur un parcours et que je devais savoir s'il faut utiliser un fer ou un bois, je demanderais à Witkoff pas des conseils sur des négociations nucléaires. Je pense qu'il est tout à fait possible, dans ce cas précis, que M. Netanyahou arrive et dise qu'il suffit d'un rien. L'Iran est au bord du gouffre. Juste un petit bombardement terroriste, quelques assassinats stratégiques, et tout s'effondrera. Et Trump, vous savez, Trump est un bon vendeur de voitures d'occasion. Il pourrait se convaincre lui-même ou se laisser convaincre, parce que le genre de dessins animés loufoques que Netanyahou brandissait autrefois à l'ONU,
Vous voyez de quoi je parle, ces vieilles séries de cartoons, ce genre d'illustration fonctionnerait probablement avec des types comme Trump. Oui, ça marcherait sans doute avec lui. Il est donc possible que, lorsque Trump a pris sa décision, née de la mégalomanie et de l'ignorance, il n'ait pas du tout calculé l'intérêt national des États-Unis. Je pense que c'est envisageable. Il faut se rappeler ce qui devrait être évident. Au bout du compte, même l'intérêt national est médié par des êtres humains. Il ne s'impose pas de lui-même. Ce n'est pas comme si une intelligence artificielle disait « Quel est l'intérêt national des États-Unis le 8 mars ?» Cela n'existe pas. Tout passe par des êtres humains. Et cet homme-là, la manière dont il agit, dont il occupe le bureau ovale, c'est quelque chose. D'abord, il s'en moque, sauf qu'il pense être lui-même l'incarnation de l'intérêt national. Nous avions une expression à la fin des années 1950, « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour le pays ». What's good for General Motors is good for the country. It was assumed that what's good for the corporation. On a longtemps supposé que ce qui est bon pour les entreprises l'est aussi pour les États-Unis. Dans ce cas, Trump s'apparente davantage à Louis XIV. L'État, c'est moi. À ce titre, on pourrait dire, regardez, Trump vient de la classe des milliardaires, donc il va défendre les intérêts des milliardaires. C'est vrai. Mais il y a aussi toutes ces facettes idiosyncratiques, excentriques de Trump, cette mégalomanie stupéfiante, et le fait qu'il n'est entouré de personnes ayant même une compétence minimale, et le fait qu'on le traite comme Kim Il-sung, le grand dirigeant. Comme je l'ai dit, si vous avez regardé la représentante des États-Unis à l'ONU, le président Trump a dit hier, Est-ce que quelqu'un se soucie de ce que le président Trump dit à propos de quoi que ce soit? C'est un singe. Donc à mon avis, c'est différent de 2003, dans le sens où il est plausible qu'Israël ait joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé. Parce que Netanyahou, étant un bon vendeur de voitures d'occasion et présentant des schémas adaptés aux capacités mentales de Trump, a peut-être réussi à le convaincre. Donc ici, je suis prêt à dire que, alors qu'en 2003, j'étais très sceptique quant à l'idée qu'Israël ait réussi à attirer les États-Unis dans une guerre qui n'était pas dans leur intérêt, ce qui me paraissait très improbable, je dirais que cette fois, oui, je pense qu'Israël a pu jouer un rôle décisif dans ce qui s'est produit. Oui, c'est très convaincant. En 2003, les États-Unis avaient des objectifs bien plus vastes et grandioses. Ils sont intervenus en Afghanistan. C'était aussi un moment unipolaire, lorsque les États-Unis nourrissaient des ambitions beaucoup plus grandes. Et la quantité de ressources qu'ils ont investies dans la région était bien supérieure à ce qu'ils donnaient habituellement. Les États-Unis étaient très clairs. L'objectif était l'Irak, la Syrie, l'Iran. Il y avait donc une divergence d'opinion entre les États-Unis et Israël à l'époque. Israël voulait s'en prendre d'abord à l'Iran, tandis que les États-Unis voulaient s'en prendre d'abord à l'Irak. Mais ils avaient tous en tête l'Irak, la Syrie, l'Iran. Évidemment, les choses ne se sont pas passées ainsi, car l'Irak ne s'est pas transformé en Iran comme il l'espérait. Donc je pense que cette différence me frappe particulièrement. La position habituelle, soi-disant de gauche, est que ce sont les États-Unis qui mènent la danse ici. Je pense, tu sais, qu'Israël joue un rôle plus important que celui que je lui aurais normalement attribué. J'aurais été curieux de savoir si le professeur Chomsky était parmi nous, s'il aurait été aussi dogmatique dans sa position, selon laquelle il s'agissait d'une opération américaine. Non, en termes de facilitation de l'attaque, bien sûr que c'est les États-Unis. Je veux dire, Israël ne pourrait pas cligner des yeux sans le soutien militaire américain. Donc, en tant que facilitateur, oui, bien sûr que ce sont les États-Unis,
Mais en tant qu'architecte, je pense que c'est probablement plutôt Israël. C'est une sorte de, vous savez comme je le dis dans le cas de Trump, une combinaison de mégalomanie stupéfiante. Et il y avait deux ensembles de circonstances. Il y avait les nombreux succès dont il a bénéficié depuis que l'ONU lui a accordé le titre de propriété de Gaza, jusqu'à ensuite le Venezuela. Donc, cela semblait devoir être une autre victoire facile pour lui. Mais il faut se rappeler qu'il y avait un revers à son bilan. Le Groenland ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Le Minnesota s'est transformé en désastre. Il a dû se retirer. Et puis il y a eu la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les tarifs douaniers. C'était donc une combinaison de deux séries de circonstances. Les nombreuses victoires qu'il avait accumulées. Il pensait que ce serait pareil. Ou bien il avait été convaincu par Netanyahou que ce serait une promenade de santé en Iran. Mais aussi il devait détourner l'attention de la succession de défaites. Le fiasco du Groenland, le fiasco du Minnesota. Débâcle chinoise. La Chine, oui, il a dit qu'il pouvait gagner la guerre des tarifs, mais il a perdu. Exactement. Le fiasco des tarifs douaniers. Et ensuite, je ne sais pas quelle place cela occupera dans les livres d'histoire. Le fiasco Kristi Noem. Il lui fallait donc quelque chose pour détourner l'attention, une belle victoire pour changer de sujet. En combinant ces deux éléments, oui, il avait une forte incitation à attaquer l'Iran. Mais bien sûr, il devait connaître les variables, les inconnus, les dangers qui guettaient. Et là, il n'avait aucun conseiller national. Aucun. Et il est tout à fait possible que sous Cheney et Rumsfeld, les États-Unis ne se seraient jamais pliés au renseignement israélien. Ils savaient que le renseignement israélien travaille pour Israël et fournirait des informations favorables à Israël. Ils n'allaient pas s'en remettre au renseignement américain. Cela n'allait pas arriver. Juste pour nos téléspectateurs, je voulais mentionner, excusez-moi, le Conseil national du renseignement des États-Unis, qui compile les rapports de 18 agences de renseignement différentes, avait publié un rapport indiquant que toute forme d'attaque, y compris une soi-disant frappe décapitant le guide suprême, ne conduirait pas à un changement de régime. Je suis sûr qu'il ne l'a jamais lu. Il l'a complètement ignoré. Ignoré. Il ne l'a jamais lu. Il ne l'a jamais lu, ouais. Il est incapable. Je veux dire, souvenez-vous simplement, Trump a 68 ans. Et il n'était déjà pas la lumière la plus vive du circuit, ni le couteau le plus affûté du tiroir quand il en avait 28. Je ne crois pas qu'il lise quoi que ce soit. Lire, croyez-le ou non, je sais que cela va en surprendre beaucoup parmi vos téléspectateurs, mais lire prend du temps, et ça demande de l'énergie mentale. Et lui, il a juste l'énergie mentale et la discipline nécessaire pour lire un tweet. C'est tout. Et en 2000, Je sais. Pourquoi les gens seraient-ils choqués que je dise cela? Vous savez, Cheney et Rumsfeld, ils ont tellement travaillé. J'avais un ami, il est maintenant décédé, qui était responsable du système informatique à la Maison-Blanche. Un type brillant. Il était directeur de la technologie chez Unisys, UNISYS, qui est la plus grande entreprise américaine d'informatique de défense. Elle est à Washington. Et c'était un ami d'enfance, un type brillant, vraiment brillant, sans aucun doute. Et il m'a dit un jour, il savait que nous étions dans des camps opposés dans tout ce qu'on appelle le pouvoir américain. Et il m'a dit un jour, Norm, je veux que tu saches, parce qu'il était à la Maison-Blanche tous les jours responsable du système informatique, je veux que tu saches qu'ils travaillent très dur, parlant de Cheney, Rumsfeld, tout ce groupe-là. Et j'ai répondu, bien sûr qu'ils travaillent très dur. Ils défendent leurs intérêts,
le système dont ils sont les bénéficiaires et auquel ils sont profondément attachés. Ils défendent leurs intérêts. Donc, bien sûr qu'ils travaillent très dur. Trump a-t-il travaillé très dur? Non. Non. Hegseth, oui, il travaille très dur à se coiffer. Je veux bien lui accorder ça. Rubio? Rubio, non. Donc il y avait un vide là, un vide mental. Au sens le plus littéral, il y avait un vide. Et les Israéliens l'ont comblé. Ils l'ont comblé. Donc je pense qu'il est juste de dire que dans ce cas, c'était en grande partie une guerre israélienne. Bien que bien sûr il faille faire des distinctions en ce qui concerne l'architecture. Mais en termes de facilitation, vous savez, Israël ne pourrait rien faire sans les États-Unis. Vous savez, comme cette chose idiote que Rubio a dite, nous devons intervenir parce qu'Israël a dit qu'il allait attaquer. Ah oui, Trump aurait simplement pu se tourner vers lui et dire « c'est n'importe quoi ». Mais même si c'était vrai, disons, hypothétiquement, il pourrait simplement se tourner vers lui et dire « très bien, fais ce que tu veux. Tu es un pays souverain, mais tu ne recevras aucune arme américaine. Nous ne te protégerons pas aux Nations Unies. » Nous already Wallis. We are going to support Iran in the UN. C'est fini. C'est fini. It's over. En 2003, les services de renseignement avaient au moins raison sur l'impopularité de Saddam Hussein. Bien sûr, ils ont inventé des histoires sur les armes de destruction massive, les liens avec Al-Qaïda et tout le discours sur la démocratie. Toutes ces choses ont été complètement mal comprises, ou bien ils les ont simplement inventées. Mais au moins, les renseignements avaient raison de penser que l'entrée des troupes américaines serait facile compte tenu de l'impopularité de Saddam Hussein. Mais cette fois, ils se sont complètement trompés. But this time they were completely wrong. Everybody expected that. Tout le monde s'y attendait. À gauche, on partait du principe que les États-Unis vaincraient facilement l'Irak sur le champ de bataille. La question, c'était l'occupation, qu'ils disaient devoir être prolongée. Et la catastrophe là-dessus, ils avaient raison. Maintenant, Obama, dans ses mémoires, veut s'attribuer le mérite d'avoir prédit cela. Non, Monsieur Obama. Il faisait partie du cercle branché de Hyde Park, ce qu'on appelle aujourd'hui woke. J'appellerais à l'époque branché. Et il connaissait les arguments de la gauche. C'est ce qu'ils disaient tous. Je l'ai documenté dans le livre que j'ai écrit, Burn That Bridge. Il n'a rien dit que les autres à gauche ne disaient pas déjà à l'époque. Maintenant, il veut s'attribuer le mérite d'avoir prédit que l'occupation en Irak serait un désastre. Nous l'avions tous prédit. C'était une évidence. Que va-t-il se passer maintenant? Je n'en ai aucune idée. Écoute, j'ai écouté ton émission avec Charles Freeman, je l'ai regardé hier soir. J'ai en fait regardé les 46 minutes en entier. C'est évidemment un homme extrêmement compétent, sans aucun doute. Et c'est un homme sérieux qui connaît bien la région. Il a été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite, donc il connaît la région. À un moment, il dit qu'il faut prendre ce que dit Trump, non pas avec un grain de sel, mais avec un rocher de sel. Et oui, c'est évidemment un conseil avisé. La seule chose, c'est que, comme je l'ai dit aujourd'hui à mon ami Sana Kassim, mon ami, ma camarade, ma webmestre, mon tout, je lui ai dit, eh bien, ce sont les mêmes personnes qui disaient que le Hamas battait Israël à Gaza. Donc je dois les prendre, moi aussi, avec un grain de sel. Parce que tout cela était complètement faux. C'était complètement faux. J'ai remarqué que les Israéliens disent maintenant que cela prendra quelques semaines en Iran. Et cela m'a intrigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais dit que cela prendrait quelques semaines à Gaza. Ils savaient que cela prendrait très longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que l'Iran, c'est une guerre. Gaza, c'était un génocide. Et ils savaient que pour exécuter ce génocide, il faudrait du temps. Mais ils pensent qu'ils peuvent simplement décapiter, vous savez, encore quelques semaines. Probablement que cette semaine commencera le bombardement terroriste intense.
Parce qu'en général, la stratégie conventionnelle, ce qu'ils appellent, vous savez, l'expression qu'ils utilisent, la banque de cibles. L'Iran est un très grand pays, donc ils doivent avoir une très grande banque de cibles. Le problème, banque de cibles, signifiant des sites militaires à détruire pour remporter la victoire sur le champ de bataille. Le problème, c'est que normalement, il faudrait un certain temps pour qu'un pays aussi vaste que l'Iran épuise la banque de cibles, comme on l'appelle. Le fait est que Trump ne veut pas attendre. Il est très impatient. Sur ses réseaux sociaux, il affirme que cette guerre est injustement critiquée et qu'il veut la gagner. Son instinct, c'est de dire non, ça ne va pas durer quelques semaines. Il veut passer directement au bombardement de terreur. Il veut aller droit au but. C'est tellement drôle. On lit les gros titres du New York Times et il ne peut tout simplement pas se défaire de ses réflexes de journaliste partisan. Il parle d'Israël qui viserait le Hezbollah au Liban. Vraiment? Non. Israël applique ce que tout le monde appelle la doctrine Dahiya. C'est censé être une brillante nouvelle doctrine, du genre qu'on n'aurait pas vu depuis Sun Tzu et... comment déjà? Oh mince. Le célèbre manuel militaire occidental, pas Sun Tzu. The famous military manual in the West, not Sun Tzu. L'art de la guerre. No, that's Sun Tzu, but there's another one in the West. As if there's some... C'est Sun Tzu, mais il y en a un autre en Occident. Comme s'ils avaient inventé un nouveau concept, la doctrine Dahiya. La doctrine Dahiya est aussi vieille que les collines. C'est le bombardement terroriste d'une population civile pour la retourner contre le pouvoir en place. Dans le cas du Sud-Liban, c'est le Hezbollah. Ils ne visent pas l'Hezbollah, ils visent la population civile. C'est simplement un bombardement terroriste à l'ancienne, exactement comme ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Même maintenant, les imbéciles continuent de parler de la guerre Israël-Hamas. Il n'y a pas de guerre contre le Hamas. Il n'y a eu aucune bataille, pas une seule. Pas un seul Israélien tué par jour. Pas un seul. Not even one Israeli was killed per day. Not one. Not even one. It was like one every 2 days. Pas même un seul. C'était comme un tous les 2 jours ou un et demi. C'était juste... C'était un génocide. Non, le génocide n'avait pas pour but d'exterminer le peuple. C'est exact. Le génocide visait à expulser la population. Mais pour l'expulser, ils ont compris qu'ils devaient détruire une partie importante de la population. Parce que les gens ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas quitter Gaza. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas quitter Gaza. Donc ils essayaient non seulement d'avoir recours au génocide pour les faire partir, mais aussi de convaincre, entre guillemets, la communauté internationale de les accueillir. Comme pour dire, ils commettent un génocide, nous devrions les accueillir. Et il y avait là un argument. Je veux dire, c'était un dilemme moral. Fallait-il plaider pour que les frontières de Gaza soient ouvertes afin qu'ils puissent aller en Égypte? C'était un dilemme moral, mais c'était un génocide. Et ici, c'est ce que je décrirais, et ce n'est pas inhabituel, comme une guerre conventionnelle visant à détruire les capacités défensives de l'Irak. Oubliez offensive, car il n'en a jamais vraiment eu, ces capacités défensives. Mais il y a aussi une composante de terreur, à savoir l'utilisation de bombardements terroristes pour retourner la population contre le gouvernement. Mais ce n'est pas un génocide, car en fin de compte, les États-Unis et Israël veulent l'emporter sur le champ de bataille. Ils veulent le vaincre militairement. Et donc, en fin de compte, c'est un conflit entre armées. Maintenant, il y a une composante terroriste. Mais au bout du compte, c'est ce que Trump a dit, ce que les conseillers ont dit. Il veut une reddition inconditionnelle. Il ne voulait pas de reddition inconditionnelle à Gaza, absolument pas. Il voulait maintenir le Hamas, du moins dans l'imaginaire médiatique. Il voulait garder le Hamas en vie. Il ne voulait pas la reddition, il voulait l'expulsion. C'est très différent. Il n'y avait pas d'armée à proprement parler. Pas de véritable composante militaire à Gaza. C'était une annihilation, non pas destinée à vaincre militairement Gaza,
mais à expulser la population en l'exterminant systématiquement. Comme je l'ai dit, je te l'ai déjà dit, je ne commenterai pas les questions militaires. Je veux dire, Charles Friedman était extrêmement compétent. J'ai entendu de nombreuses personnes très compétentes s'exprimer sur le sujet, mais je partage l'opinion de Tolstoï. Tolstoï disait dans son grand roman Guerre et paix qu'il y a trop de facteurs imprévisibles dans la guerre pour savoir qui va l'emporter. Trop de variables. Il est impossible de prévoir quoi que ce soit avec certitude. Qui aurait jamais pensé que les Vietnamiens tiendraient pendant 30 ans? Qui aurait pu imaginer cela? Je veux dire, c'était un bombardement de terreur à une échelle mensuelle. En 1968, ils larguaient l'équivalent de 2 bombes atomiques sur le Vietnam chaque mois. Et ils ont tenu bon. L'exemple russe est intéressant, celui de l'Union soviétique. Quand les nazis ont envahi la Russie, ou l'Union soviétique, ce fut une promenade de santé pendant les premiers mois. Ils ont simplement tout pris en main. Et en partie, je dirais, cela s'expliquait sans doute par le manque de préparation de Staline. Je ne suis pas sûr de l'importance de ce facteur, mais la cause principale était très évidente. Staline avait mené une collectivisation extrêmement brutale et le régime était extrêmement impopulaire dans les années 1930. Impopulaire parce qu'il était si brutal. C'était donc une promenade de santé pour les nazis. Le problème, c'est que les nazis menaient une guerre d'extermination à l'Est. À l'Ouest, c'était une guerre assez conventionnelle, vous savez, des camps de prisonniers, assez standards. Mais à l'Est, c'était une guerre d'extermination. Ils voulaient le Lebensraum, et le Lebensraum signifiait qu'il fallait se débarrasser des populations qui y vivaient. Il fallait se débarrasser de la population autochtone. Ainsi, entre l'objectif nazi et la réponse de Staline, celui-ci a reformulé la guerre. Il a abandonné tout le discours communiste. Elle est devenue la Grande Guerre patriotique, rappelant la guerre de 1812. Ils ont ravivé l'Église orthodoxe russe et tout tournait autour de la défense de la patrie. Ce qui se passera avec l'Iran est difficile à dire. Une question est de savoir si la brutalité des bombardements terroristes atteindra une telle ampleur qu'elle amènera la population à soutenir le régime et à s'opposer aux États-Unis et à Israël. C'est une possibilité. Une autre est de savoir si la direction iranienne pourra réussir à présenter cela comme une grande guerre patriotique. Et il est difficile d'imaginer qu'un grand nombre de personnes oublient que c'était un endroit plutôt misérable sous le régime actuellement au pouvoir. Ce sont là des impondérables. Je le sais d'après le Vietnam. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un de haut placé dans ce qui était alors le Front national de libération du Vietnam, « Comment ont-ils fait? Je ne comprends tout simplement pas. Comment avez-vous réussi à tenir ?» Et sa réponse a été très simple. Il m'a dit, « Le parti était tellement dévoué, tellement engagé, une main de fer. Ces gens étaient de vrais révolutionnaires. Et ce noyau, grâce à leur organisation et à leur engagement total, a pu tenir bon. » Ce que les Russes avaient, ce que les Iraniens ont, ce niveau d'engagement, cette capacité. Et bien sûr, dans le cas du Vietnam, ils avaient mené une importante réforme agraire qui avait rallié un grand nombre de personnes au soutien du régime. Comme je l'ai dit, écoutez, je pourrais en parler pendant 1 heure. Il y a tellement de variables que je suis d'accord avec Tolstoï. Au bout du compte, il y en a trop. On ne peut pas prévoir. Donc je reconnais le savoir et j'apprends des autres. Il y a beaucoup de commentateurs aujourd'hui, mais Freeman a certainement une compréhension solide. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils sont tous trompés sur Gaza. Premièrement, cela me pousse donc à m'interroger. Et deuxièmement, il y a tout simplement trop de variables pour faire des prédictions solides. Trop de variables. J'espère qu'ils tiendront le coup. Vous savez, je n'ai pas peur de le dire.
I'm not afraid to say it. Just on the Tolstoy vein, Mark Dans la veine de Tolstoï, Mark Brock, qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit de grands ouvrages. C'était un historien. Il a écrit un livre intitulé « Apologie pour l'histoire » ou « Métier d'historien ». Et dans ce livre, il disait que pendant les guerres, une chose à laquelle il ne faut pas se fier, ce sont les sources. Il écrivait à propos des sources et du travail des historiens. Oh, je suis dans le pétrin, vraiment dans le pétrin. Il est déjà 2 heures et j'avais un rendez-vous. Je vais devoir écourter notre conversation. Nous allons nous arrêter là. Il vient de dire de ne pas croire la presse sur quoi que ce soit, sur les questions militaires qui sortent, car ce n'est que de la propagande. Il est donc difficile de croire quoi que ce soit dans la presse sur le plan militaire. Mais les analyses sont utiles. Très bien, nous allons nous arrêter là, professeur Finkelstein. Merci beaucoup pour votre temps et votre analyse. Passez une excellente fin de journée. Au revoir. Have a wonderful rest of the day ahead. Bye. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.